Merci aux organisateurs de me permettre de vous présenter les obésités rares. Alors, on va parler essentiellement d'obésité génétique. Aujourd'hui, dans les obésités rares, on a aussi des obésités hypothalamiques d'origine lésionnelle, par exemple les crânio-pharyngiomes, mais on va vraiment parler aujourd'hui de génétique. On va faire un peu de clinique, c'est-à-dire les signes associés à ces pathologies, des données de prise en charge, et je vais un peu vous parler des nouvelles innovations thérapeutiques. Et puis, on verra également comment ces obésités sont en fait des modèles pour des aspects, des questions de recherche. Alors, de quoi parle-t-on ? La majorité des obésités sont d'origine polygénique, une interaction de polymorphisme de gènes avec l'environnement. Nous, on va parler vraiment de ces formes où les gènes ont un impact majeur avec développement d'obésité très précoce. Deux cas de figure, les obésités par mutation sur les voies leptine-mélanocortine, et on va reprendre ces différentes mutations sur les voies hypothalamiques, et puis également des syndromes génétiques. Alors les deux cas de figure associent des obésités précoces avec des déficits endocriniens, et puis dans ces syndromes, on a en plus une association syndromique, c'est-à-dire en plus, très souvent, une déficience intellectuelle ou en tout cas des troubles cognitifs, des troubles neuropsychologiques et des troubles développementaux. Et le syndrome le plus fréquent parmi ces obésités syndromiques, c'est le syndrome de Prader-Willi dont on va parler aujourd'hui. On ne va pas faire un listing de tous les syndromes. C'est vrai que le syndrome de Prader-Willi, c'est le plus fréquent avec des manifestations associées, en particulier l'hyperphagie, très intéressantes sur le plan physiopathologique et de recherche. Alors comment on reconnaît une obésité génétique ? Je l'ai un peu évoqué, c'est l'obésité très précoce, la plupart du temps avant 6 ans, avec là ici un IMC qui décolle dès la petite enfance. Vous avez ici l'exemple des 3 patientes mutées pour les récepteurs de la leptine publiées par Karine Clément en 1998, et une aggravation rapide et sévère. Donc c'est comme ça vraiment qu'on détecte, notamment dans les services de pédiatrie, ces obésités génétiques. Alors à l'âge adulte, c'est un petit peu plus compliqué parfois, quand on voit un patient de 40 ans, de retracer en fait toute cette histoire, mais c'est extrêmement important sur le plan clinique d'avoir ce parcours, cette trajectoire d'IMC, de corpulence. Cette obésité précoce, elle est associée très souvent à des troubles du comportement alimentaire. Je dis très souvent parce que ce n'est pas forcément évident de les mettre en évidence, mais on verra tout à l'heure d'ailleurs un petit peu les caractéristiques de ces troubles du comportement alimentaire. On a également des anomalies endocriniennes, avec la première anomalie, c'est l'hypogonadisme, et puis très souvent une insuffisance somatotrope avec une petite taille. Et puis peuvent s'associer, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans les syndromes, d'autres anomalies neurodéveloppementales notamment, une hypotonie néonatale dans le syndrome de Prader-Willi, et puis dans certains syndromes, en particulier le syndrome de Bardet-Biedl, des anomalies neurosensorielles avec une rétinite pigmentaire. On ne parlera pas du Bardet-Biedl aujourd'hui, mais c'est vrai que ça s'associe à des anomalies visuelles et une malvoyance, une cécité. Alors, deux cas de figure, le syndrome de Prader-Willi tout d'abord. Le syndrome de Prader-Willi, c'est un défaut d'expression des gènes impliqués dans la région 15q, 11q13 avec empreinte paternelle, c'est-à-dire qu'il y a 2 grands mécanismes moléculaires, soit une délétion de l'allèle paternel, soit une dysomie au niveau de l'allèle maternel. Dans 1% des cas uniquement, on a une mutation du centre de l'empreinte. La prévalence, c'est à peu près 1 sur 15 000 naissances. C'était 1 sur 30 000 il y a quelques années, mais ça augmente, avec notamment les dysomies qui augmentent avec l'âge maternel, la conception de l'âge maternel, l'âge maternel à la conception qui augmente. On estime, c'est vraiment une estimation, qu'il y a environ 1300 à 1500 patients atteints d'un syndrome de Prader-Willi en France. On a des signes de diagnostic précoce, j'ai parlé de l'hypotonie néonatale, très caractéristique, des troubles de la succion avec une anorexie au départ, on va en reparler de ça, ce switch nutritionnel, des particularités morphologiques et une acromicrie. Une acromicrie, c'est des petites mains, donc des anomalies développementales. Alors les phases nutritionnelles, c'est vraiment intéressant, et ce modèle de développement en fait du trouble du comportement alimentaire et du développement de la masse grasse, c'est intéressant. Je vous explique un petit peu en détail. Donc il y a plusieurs phases. Au départ, l'enfant qui naît est très hypotonique avec des troubles de succion. Et on est même obligé de gaver en général ces enfants, ou en tout cas de stimuler leur oralité.
Ça, c'est à peu près jusqu'à 9 mois, avec des variabilités dans l'âge d'installation de ces différentes phases. Ensuite, on a quasi une alimentation normale, un comportement alimentaire normal et une prise de poids normale, à peu près jusqu'à 2 ans. Et entre 2 et 4 ans, on voit ici une augmentation de la masse grasse, mais sans augmentation de la prise alimentaire. Donc là aussi, c'est un modèle intéressant parce qu'on a une expandibilité de la masse grasse sans trouble du comportement alimentaire. En revanche, dans la phase 2B ici, au-delà de 4 ans, on a une apparition de troubles du comportement alimentaire avec une obsession alimentaire qui s'installe. Vous le voyez ici. Et puis la troisième phase, donc au-delà en général de 8 ans, et c'est ce qu'on voit chez le jeune adulte et l'adulte, une hyperphagie majeure avec augmentation de la masse grasse et développement d'une obésité. Alors il est décrit dans certaines situations une diminution de l'hyperphagie au-delà d'un certain âge. Moi honnêtement, dans la cohorte d'adultes que je vois, et on en suit quand même plus de 100 maintenant, on a très peu de patients, alors un petit peu moins d'obsession, un petit peu moins d'impulsivité, mais il reste quand même hyperphagique. Donc à l'âge adulte, des troubles du comportement alimentaire, on va y revenir, une obésité, des déficits endocriniens, des caractéristiques dysmorphiques qui restent, je vous les avais montrées tout à l'heure chez le jeune enfant, un déficit intellectuel qui est très variable, et des troubles neuropsychologiques, voire des troubles psychiatriques, c'est ça aussi qui pose des problèmes dans la prise en charge, c'est les troubles psychiatriques qui peuvent développer. Alors l'obésité dans le syndrome de Prader-Willi, elle est extrêmement importante. Vous voyez ici cette cohorte italienne, on a les mêmes chiffres en France, avec au-delà de 18 ans, chez l'adulte, une prévalence de l'obésité extrêmement importante. Ce qui est très caractéristique dans ce syndrome, c'est l'altération de la composition corporelle. Ils sont obèses, mais ils ont un déficit de masse musculaire, une augmentation de la masse grasse. C'est ce qu'on avait montré ça sur une étude où on avait regardé donc des syndromes de Prader-Willi, contrôle avec le même IMC, et puis je vous parlais tout à l'heure de ces obésités hypothalamiques avec des lésions en fait hypothalamiques, les crânio-pharyngiomes. Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils sont beaucoup plus gras, en termes de pourcentage de masse grasse, mais moins de masse grasse androïde. Donc ils développent en fait de la graisse sous-cutanée, essentiellement en appendiculaire, avec des développements notamment de complications mécaniques, l'hypolimphodème essentiellement, troubles fonctionnels, plus que des complications métaboliques. On le voit ici chez les hommes, également chez les femmes, donc l'augmentation de la masse grasse, évidemment l'augmentation de la masse maigre puisque c'est en pourcentage, et puis une diminution de la masse grasse tronculaire. Alors le tissu adipeux aussi est différent, donc il développe beaucoup de tissu adipeux sous-cutané, et ça on l'avait montré sur une étude où on avait comparé le tissu adipeux de ce patient obèse apparié à des syndromes de Prader-Willi sur le pourcentage de masse grasse, donc même niveau de masse grasse, et un tissu adipeux différent, moins d'inflammation, moins de fibrose, ce qui nous fait faire l'hypothèse d'une expandibilité du tissu adipeux augmentée avec des capacités en fait de stockage accrues, ce qui pourrait expliquer qu'ils ont moins de complications métaboliques comparé à des patients qui ont une obésité commune. Donc l'origine de l'obésité dans le syndrome de Prader-Willi, elle est multifactorielle. On a parlé de ce déficit de masse musculaire, les déficits endocriniens bien sûr, le déficit en GH dans l'enfance, l'hypogonadisme font qu'il développe de la masse grasse. On a également une baisse de la dépense énergétique de repos, d'origine centrale mais aussi liée au déficit de masse musculaire, diminution dans l'activité physique, la mise en route de l'activité physique, et puis ils ont assez souvent des psychotropes qui peuvent aussi favoriser le développement de la masse grasse. Mais ce qui vraiment est très caractéristique dans ce syndrome, c'est l'hyperphagie et le défaut de satiété, avec un seuil de rassasiement quasi absent. Ils peuvent manger ad libitum, on les met devant des buffets, alors c'est des expériences qui ne sont plus faites parce que non éthiques, mais si on les met devant des buffets, ils peuvent manger sans avoir de rassasiement. En plus, ils ne sont pas capables de vomir, donc ça pose des problèmes vraiment mécaniques. État de satiété très court, entre 2 repas, ils ont tout le temps faim. Et puis, un deuxième aspect très important, c'est vraiment l'obsession alimentaire. Donc, il a été développé un score d'hyperphagie, c'est un questionnaire qui est très utile et je vais le montrer tout à l'heure, notamment dans les essais thérapeutiques pour montrer l'effet de certaines molécules. C'est le score d'hyperphagie de Dykens. C'est sur 11 questions. Alors, je vous ai repris, on ne va pas lire tout le questionnaire, mais c'est pour vous montrer un petit peu le type de comportement qu'ils peuvent avoir. Alors, par exemple, la stratégie alimentaire, combien de fois la personne essaie de négocier ou de manipuler pour obtenir plus d'aliments à son repas?
combien de fois la personne fouille dans les poubelles à la recherche de la nourriture. Il y a vraiment une stratégie alimentaire de recherche active de la nourriture. Ça, c'est 2 exemples pour la stratégie. Et puis l'obsession alimentaire, c'est en dehors des repas, combien de temps passe la personne en train de parler de nourriture ou des comportements centrés sur la nourriture. Et puis aussi jusqu'à quel point les pensées ou les comportements centrés sur la nourriture influencent la personne dans ses activités quotidiennes. Donc vraiment un impact de cette obsession alimentaire sur ses activités. Et vous voyez que parfois, on voit des patients, influence extrême, souvent incapables d'accomplir ces tâches à cause de cette obsession alimentaire. Donc une grande hétérogénéité quand même dans les profils de patients, avec des patients très hyperphagiques et d'autres beaucoup moins. Alors d'où ça vient? Donc il y a des atteintes à plusieurs niveaux dans le syndrome de Prader-Willi. Juste pour vous faire un petit rappel sur la régulation du comportement alimentaire. Donc il y a la régulation autonome au niveau hypothalamique, on va le voir tout à l'heure dans les mutations sur cette voie, sur ces voies hypothalamiques, avec l'implication également du tronc cérébral. Ça, c'est les régulations autonomes de la prise alimentaire, de la dépense énergétique. Il y a le circuit de la récompense avec plusieurs aires impliquées et des neuromédiateurs impliqués dans ces circuits de la récompense, et puis des circuits corticaux qui sont là pour le self-control. Bien sûr, il y a des connexions de ces systèmes du comportement alimentaire entre eux. Et donc dans le syndrome de Prader-Willi, on a des déficits en fait à ces 3 niveaux. Le premier déficit est au niveau hypothalamique, et notamment avec une hypergrélinémie mise en évidence dans le syndrome, et également des données très récentes publiées par l'équipe de Leibel à New York. Enfin, l'article est sous presse, auquel on a participé, et où on voit qu'il y a un déficit de la proconvertase de type 1, cette hormone cette enzyme qui clive les pro-hormones et qui clive notamment des hormones impliquées dans le comportement alimentaire, on va y revenir, la POMC, également la gréline, mais également des hormones impliquées dans le contrôle endocrinien. Donc ce qui explique une grande partie des phénotypes associés au syndrome de Prader-Willi, également probablement une enzyme et un facteur de transcription ici diminué dans le syndrome, impliqué dans la régulation de certains neuromédiateurs impliqués dans la prise alimentaire. Donc des anomalies hypothalamiques probablement liées à ces déficits d'enzymes clivant les prohormones. Ensuite, on a des déficits au niveau du système de récompense et du système cortical. Je vous montre ici une étude qui a été publiée il y a déjà plusieurs années sur des stimulations visuelles au cours de repas chez des patients syndrome de Prader-Willi comparés à des obèses contrôle ayant le même IMC. Et on a fait des IRM fonctionnels. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une hyperactivation du système de récompense, qu'on voit ici au niveau de l'amygdale et de l'hippocampus, et une hypoactivation du contrôle cognitif des circuits corticaux, en particulier la région préfrontale. Donc une incapacité en fait à freiner sa prise alimentaire lorsqu'on a une stimulation et lorsqu'on a durant la période postprandiale. Alors les obésités monogéniques sur les voies leptine et mélanocortine, donc un petit rappel de ces voies, on va essentiellement parler de la stimulation par la leptine, du récepteur de la leptine au niveau du noyau arqué, qui va stimuler les neurones anorexigènes et inhiber les neurones orexigènes AGRP, NPY. Ensuite, les neurones de second ordre stimulés par cette voie-là au niveau du noyau paraventriculaire avec la hormone pro-opio-mélanocortine qui est clivée par la proconvertase de type 1, je vous en parlais tout à l'heure, avec un déficit dans le syndrome de Prader-Willi, qui aboutit à la production d'alpha-MSH, l'alpha-MSH étant l'agoniste du récepteur MC4 sur ces neurones de second ordre dans le noyau paraventriculaire. Et donc ça aboutit, quand cette voie est stimulée, cette voie est inhibée, à une diminution de la prise alimentaire, une augmentation de la dépense énergétique. Et chez l'homme, donc plusieurs mutations ont été décrites sur ces systèmes et sur ces gènes. Toutes les mutations qui sont ici signalées par des encadrés, donc des mutations sur le gène de la leptine, sur le récepteur de la leptine, au niveau de la pro-opio-mélanocortine, au niveau de l'enzyme proconvertase de type 1, également au niveau de ce récepteur MC4R. Alors, les phénotypes sont
relativement constants en termes d'obésité, des obésités très sévères, très précoces, associées plus ou moins à des déficits endocriniens qui s'expliquent, comme je vous le disais tout à l'heure, par les déficits au niveau hypothalamique, et puis le récepteur aux mélanocortines qui là donne une obésité précoce beaucoup moins sévère que les autres déficits et finalement assez peu de phénotypes associés. Alors juste un petit focus sur le récepteur de la leptine. On dit que c'est des mutations très rares. On a quand même dans notre pratique clinique possibilité de faire des diagnostics, pas si rares que ça. Ça c'est un travail qu'on a fait récemment dans la cohorte d'adultes de la Pitié et dans la cohorte d'enfants du service de pédiatrie du professeur Tougnan avec le docteur Duberne. Ça a été séquencé dans le service de nutrigénétique par Joanne Le Billon. Et on a retrouvé sur une cohorte, vous voyez ici, de 535 sujets présentant une obésité sévère, mais sans critères de déficit endocrinien associés. Donc c'était quand même une inclusion assez large. Et diagnostic de 12 patients porteurs de cette nouvelle mutation, ce qui donne une fréquence de 2,2%. Vous voyez que ce n'est pas si rare que ça dans une cohorte d'obésité sévère. Alors, pourquoi reconnaître une obésité génétique? Ça, c'est une question clinique importante. Il y a vraiment pas mal de raisons, en fait. La première raison, c'est que quand on fait le diagnostic précoce, on a une prise en charge précoce et multidisciplinaire qui, on l'espère, nous on voit, enfin, en tout cas, moi dans le service, je vois des sujets adultes relativement malades, assez mal en point, mais qui n'ont pas eu forcément cette prise en charge précoce et multidisciplinaire, surtout pour ceux qui ont 30 ou 40 ans. On voit maintenant dans la transition des jeunes adultes qui vont quand même mieux avec la prise en charge, notamment sur les déficits endocriniens, la guidance parentale en termes d'encadrement alimentaire. Le fait de mettre un nom sur un diagnostic, ça améliore également la prise en charge médico-sociale pour construire le projet de vie, notamment dans la transition pédiatrie âge adulte, la scolarité du patient, mais également après son insertion dans la vie professionnelle et sociale. C'est extrêmement important de pouvoir mettre un nom sur des difficultés, pouvoir aussi décrire les difficultés associées. Les traitements spécifiques, on va en parler. Les nouveaux traitements également. Et puis, soutien des familles et l'association de patients. Il y a une association de patients en France qui, sur le syndrome de Prader-Willi, extrêmement active, qui peut, de la naissance à l'âge adulte, soutenir les familles, soutenir aussi les établissements médico-sociaux, parce que ce n'est pas toujours évident de prendre en charge dans un foyer d'hébergement un patient ayant un syndrome de Prader-Willi avec une hyperphagie et des troubles du comportement. Et l'association de patients est là également pour ça. Et puis également des recherches sur la physiopathologie de l'obésité commune. Ces formes rares sont des modèles de recherche pour trouver des voies physiopathologiques et des nouveaux traitements. Alors juste un petit mot sur la prise en charge. La prise en charge, je vous parlais précoce multidisciplinaire, elle s'est organisée en France depuis une dizaine d'années autour de centres de référence. Donc, nous, on fait partie du centre de référence Nord à la Pitié. On fait la transition de Necker et de Trousseau. Et la coordinatrice est à Toulouse, Maïté Taubert, qui est pédiatre, mais qui va aussi dans son équipe des adultes. Ces centres de référence permettent d'établir des recommandations, des livrets d'informations, de travailler sur améliorer l'accompagnement. Ça, c'est des exemples, par exemple, d'un programme national de soins et de santé qui a été fait avec l'HAS, des cartes de soins, des livrets d'informations sur l'hyperphagie, des conseils alimentaires extrêmement précis, des conseils sur la prise en charge des troubles du comportement, et puis un guide des pratiques partagées qui a été également réalisé avec l'association Prader-Willi France. Alors si on parle maintenant un petit peu de traitement, d'innovation thérapeutique, je vous ai représenté ici un petit peu les différentes molécules qui sont testées actuellement dans le syndrome de Prader-Willi essentiellement, et puis sur la voie leptine-mélanocortine pour les agonistes MC4R. On va donner deux exemples aujourd'hui dans le syndrome de Prader-Willi et dans les déficits mélanocortine. Alors la 7-mélanotide est un nouvel agoniste MC4R qui a été testé sur 2 patients pour l'instant, 2 patients ayant une mutation homozygote POMC. Donc c'est un travail vraiment récent d'une patiente incluse par Karine Clément dans un protocole qui actuellement est à Berlin.
Vous voyez ici ces courbes d'IMC en fonction de l'âge de ces deux patients. Ici, la patiente en bleu suivie à la pitié. On voit ici l'effet du traitement, donc au cours du temps, avec le changement de poids ici en rouge, le changement de poids ici en bleu pour la deuxième patiente au cours du traitement. Donc c'est un traitement quotidien par injection. Et puis on voit ici également le score de faim, donc c'est en fait sur une échelle de visualisation, une échelle visuelle analogique, de 0 à 10, on demande au patient combien il a faim. Alors dans ces déficits, voit les petites mélanocortines, c'est plus facile. Je vous parlais tout à l'heure du score d'hyperphagie dans le syndrome de Prader-Willi. On a une déficience intellectuelle, on a parfois une minoration des problèmes du comportement alimentaire. Ici, c'est des patients qui n'ont pas forcément de déficience intellectuelle, donc on peut plus facilement quand même phénotyper le comportement alimentaire. Donc ils sont capables quand même de donner leur ressenti par rapport à la faim, la satiété autour du repas. Et on voit très bien ici ce score de faim qui diminue. Ici, la réaugmentation, c'est parce que le traitement avait été interrompu. Et puis ici également une diminution puisque le score de faim passe de 9 à 1 à 12-13 semaines de traitement. Donc ça, c'est la publication de cet été. La patiente, là, maintenant, est à 1 an de traitement et elle continue à perdre du poids. Deuxième exemple, et donc ça, c'est pas encore publié, c'est un patient que j'ai inclus dans ce protocole, donc à Berlin, qui a une mutation du récepteur de la leptine. Ce patient, vous voyez ici sa courbe de poids. Ici, il a eu un anneau gastrique, donc ça a un petit peu marché quand même, et puis il reprenait du poids tranquillement depuis la pose de son anneau. Vous voyez ici également la perte de poids avec une perte de 25,6 kg au bout de 22 semaines. Actuellement, on est à 6 mois de traitement, il continue à perdre du poids, avec une amélioration également de son score de faim avant le repas. Donc des effets quand même extrêmement intéressants sur le poids. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il y a également des effets sur les complications métaboliques, quoique c'était des patients qui n'avaient pas de diabète, mais quand même une amélioration du HDL, une amélioration de la tension artérielle, sans effet secondaire majeur. C'est ça qui est aussi extrêmement important avec ces nouvelles thérapeutiques. Deuxième exemple, donc c'est l'exemple de la gréline désacylée dans le syndrome de Prader-Willi. Je vous disais tout à l'heure, dans ce syndrome, on a une hypergrélinémie avec une activation des différents circuits impliqués dans le comportement alimentaire. Alors là, c'est un essai qui a été fait par une petite boîte pharmaceutique qui s'appelle Alizé Pharma et qui donc a mis au point une molécule qui est la gréline désacylée et qui permet de contrecarrer l'effet de la gréline acylée qui est la forme active dans la gréline totale. Dans le syndrome de Prader-Willi, on a un ratio gréline acylée sur gréline désacylée également augmenté. Donc l'idée étant, quand on donne cette gréline désacylée, de diminuer l'effet au niveau central de la gréline acylée. Donc là, on a c'est une étude randomisée contre placebo, multicentrique, centre de référence Prader-Willi français, mais également en Europe, l'Espagne et la Hollande. Donc nous on a inclus à la Pitié-Salpêtrière 9 patients adultes et ça c'est les résultats sur les 47 patients, donc 23 ont eu le placebo, 24 ont eu la molécule. Ce qu'on voit de façon intéressante, et je vous ai parlé tout à l'heure de ce score d'hyperphagie avec le questionnaire, on voit une diminution significative du score. Alors vous allez me dire, est-ce que 2 points de score en moins c'est significatif ? Oui, c'est significatif et surtout on avait un écart type, ce qui fait qu'il y a des patients qui ont été plus répondeurs que d'autres. Et puis ce qui est intéressant vraiment, c'est de voir en fonction des questions, je vous ai parlé un petit peu des questions tout à l'heure orientées sur la stratégie ou l'obsession, les effets de cette molécule. Et ce qu'on voit ici, je vous parlais tout à l'heure de cette obsession alimentaire qui altère les activités quotidiennes. On voit ici que la molécule améliore de façon majeure cet item précis de interférence avec les activités quotidiennes. Donc c'était un essai de phase 2 sur 15 jours. Le but était aussi de voir la sécurité de ce traitement. C'est un traitement par voie sous-cutanée quotidien. Donc la sécurité est bonne et il faut maintenant aller beaucoup plus loin sur une étude plus prolongée pour voir si on a des effets qui perdurent sur l'hyperphagie, mais également sur le poids et la composition corporelle. Donc,
Pour finir, ces maladies sont complexes. Elles sont complexes parce qu'elles atteignent plusieurs systèmes. L'obésité et ses comorbidités, elles atteignent plusieurs organes. Donc ça veut dire une coordination des soins. Il y a des troubles du comportement alimentaire qui altèrent de façon majeure la qualité de vie des patients et l'insertion sociale. Et donc en termes de développement médicamenteux, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir, dans les années à venir, on travaille. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire avec ces nouvelles molécules. Il y a des troubles du comportement, j'en ai très peu parlé parce que ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais qui vraiment rendent difficile la prise en charge et parfois les essais cliniques. Il ne faut pas négliger ça. Inclure 9 patients Prader-Willi dans un essai thérapeutique, c'est pas très simple. Donc ça veut dire aussi une coordination des soins, mais une coordination du secteur sanitaire et médico-social, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ces centres de référence. Les formes rares, donc c'est des modèles pour la recherche en termes donc de troubles du comportement alimentaire de façon extrême, avec une hyperphagie mise en route ou non de certains aspects de régulation du comportement alimentaire. Également un modèle d'expansion extrême du tissu adipeux. Je suis passée très rapidement sur ces anomalies du tissu adipeux, mais on voit bien que le fait de pouvoir expandre son tissu adipeux protège un peu de l'apparition des complications métaboliques. Et puis, je vous en ai parlé au début, ce switch nutritionnel qu'on observe chez les enfants ayant un syndrome de Prader-Willi, c'est-à-dire qu'au début, il y a vraiment une anorexie, et puis ensuite se met en place une hyperphagie avec vraiment le développement de la masse grasse. C'est une période extrêmement intéressante à étudier sur le plan physiopathologique et les voies qui sont mises en place. Alors, je voudrais remercier, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, mais pour prendre en charge ces patients complexes, ça veut dire beaucoup de coordination. Donc, au niveau de l'équipe de recherche, c'est l'équipe de Karine Clément. Au niveau du service de nutrition, donc du professeur Aupert, des médecins, des diététiciennes, psychologues, infirmières, assistantes sociales. Quand on prend sur une hospitalisation de jour 5 patients qui ont un syndrome de Prader-Willi, il faut du monde pour encadrer et pour s'en occuper. Bien sûr, les acteurs du centre de référence syndrome de Prader-Willi, en particulier le professeur Taubert à Toulouse, et puis des collaborations, notamment avec les pédiatres de Trousseau. Toutes les collaborations, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment la médecine des systèmes avec beaucoup de coordination en termes de soins à réaliser. Je vous remercie de votre attention. J'ai pas bien compris s'il y avait un dépistage systématique d'anomalies génétiques pour des obèses massifs. Sinon, à partir de quels critères vous cherchiez une mutation? Ok, voilà. Donc non, la réponse est non. Quand on a une IMC supérieure à 40, on ne fait pas systématiquement le dépistage génétique, ça serait beaucoup trop coûteux et puis pas efficace. On a des critères qui sont sur l'obésité précoce, avec ces courbes d'IMC qui décollent très tôt, donc en général c'est moins de 6 ans. Et puis s'il y a des déficits endocriniens associés, on fait également ces formes. Alors on fait la voie lipide mélanocortine. Et puis si ça s'intègre dans un syndrome, donc avec une déficience intellectuelle, là on recherche effectivement notamment le syndrome de Prader-Willi, mais également d'autres syndromes. 2 questions courtes et un petit commentaire. La première question courte, quel lien entre 15Q11, Q13 et la proconvertase? La première. La deuxième, est-ce qu'on a des essais des nouveaux traitements dont tu nous parles chez des patients non mutés? Et puis la troisième, c'est une remarque de clinicien. On les rencontre fréquemment, ces patients génétiques. Donc on baigne nos échantillons à la pitié. On a des résultats qui nous reviennent un jour. Quand ils sont négatifs, on ne sait plus quoi faire. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce qu'il y a un registre national? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place de façon à ce qu'on puisse continuer à travailler autour de ces patients, je dirais, encore orphelins? Alors, 3 réponses courtes. Première réponse, lien 15Q, déficit en PC1, probablement par le gène SNORD116. La publication va apparaître. On a des mutations simples du SNORD116 où on a un déficit PC1. Deuxième question sur les essais. Donc,
Ghrelin désacylée, oui, dans l'obésité avec diabète. Donc c'est des phases 3, on n'a pas encore les résultats. Agoniste MC4R, non. Là, ça démarre tout juste avec les mutations homozygotes. Troisième question, quand on a cherché la voie leptine mélanocortine, on parle de forme non syndromique là, c'est ça, sans déficience intellectuelle, les deux. On cherche ce qu'on connaît, donc on peut aller assez loin quand même dans la recherche génétique. Maintenant, par exemple, notamment dans les déficiences intellectuelles, il y a ces réseaux maladies rares déficience, où on a des généticiens spécialisés dans la déficience intellectuelle, donc ils vont quand même assez loin sur des puces dédiées, sur des exomes, etc. Donc il faut en fait travailler avec les généticiens de cette filière-là quand il y a une déficience intellectuelle. Quand il n'y en a pas et qu'on pense plutôt à un déficit type voie leptine mélanocortine, il faut déjà séquencer tout ce qu'on connaît. Et après, pour l'instant, on est arrêté là. Alors oui, l'idée du registre, c'est effectivement ce qu'on a lancé dans le cadre du réseau Force, pour essayer d'avoir quand même une idée un petit peu sur la France entière, et aussi pour essayer de se donner des moyens de continuer ces essais sur des patients qui pourraient avoir ces mutations.